Je fais une petite aparté juste avant de commencer la vidéo, tout simplement parce que cette semaine, on a dépassé le cap des 500 abonnés et que vraiment, ça me fait extrêmement plaisir, voilà. Donc je voulais dire merci et faire un énorme bisou à tous ceux qui se sont déjà abonnés sur la chaîne. Et puis j'en profite, une fois n'est pas coutume, pour dire aux autres, n'hésitez pas à vous abonner en activant ou pas la petite cloche, mais c'est vrai que de voir qu'il y a des gens qui suivent régulièrement les vidéos que je poste, eh bien c'est vrai que c'est extrêmement encourageant. C'est vrai que ça motive et ça engage à continuer à faire du contenu pour vous. Et voilà, ça me motive tout simplement à vous partager un petit peu toutes mes réflexions et puis tout ce que je fais sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, mille merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Voilà. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, non pas avec un sujet sur le budget, comme on en a l'habitude, mais par contre avec un sujet plutôt sur le salaire ou justement le manque de salaire. C'est-à-dire que là, je vais m'adresser à peut-être toute une partie de la population qui n'a pas de salaire fixe en fait. Alors il y a pas mal de monde qui peut être concerné par le fait de ne pas avoir de revenus réguliers. C'est vrai que je pense par exemple à des étudiants, des auto-entrepreneurs, des indépendants, des gens en CDD, en emploi précaire qui multiplient les emplois, ceux qui sont en emploi saisonnier aussi, ou même ceux qui sont, ça peut intéresser ceux qui sont en reconversion professionnelle et donc en phase de questionnement pour un petit peu savoir comment ça peut se passer. Donc c'est vrai que ça fait toute une frange de population, et puis je suis sûre que j'en oublie évidemment dans mes exemples, mais ça fait toute une frange de population qui n'a pas finalement un revenu fixe, un salaire fixe, et qui soit le même en fonction des mois, et donc au fil des mois. Donc c'est vrai que pour arriver à faire une budgétisation assez stable, c'est un petit peu compliqué parce que pour pouvoir budgétiser, il faut pouvoir avoir une vue d'ensemble de ses revenus et puis un petit peu sur la durée comme ça. Donc du coup voilà, c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à jongler. Et c'est pour ça que je voudrais en parler un petit peu aujourd'hui. Donc déjà, je rappelle que je ne suis pas du tout professionnelle de la gestion de patrimoine, ni même de la gestion financière tout court. Je suis par contre moi-même dans ce cas-là. Donc on va voir ensemble, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fais et je vais vous expliquer mon expérience personnelle dans la limite de mes capacités, bien entendu. Alors, je vais peut-être commencer par donner quelques informations sur le contexte, on va dire, de comment ça s'est passé. Euh, donc, du coup, il y a bientôt 6 ans, j'ai décidé de me séparer de mon patron. Ses pratiques, ses décisions, le management que ça impliquait, tout ça, ça ne me convenait plus du tout. Et même pire que ça, on va dire que ça me rendait malade. Donc j'étais très malheureuse dans mon travail. Faut savoir qu'alors j'étais en CDI depuis 15 ans dans cette boîte-là et j'avais réussi, après moult combats, j'avais réussi à obtenir un salaire net de 1 800 € par mois, donc net. Et j'étais coincée là, donc on va dire, entre la sécurité et la peur. Alors la sécurité d'avoir un salaire mensuel qui me tombe tous les mois, d'avoir ces 1 800 € qui arrivaient tous les mois, et puis la peur de devoir m'y accrocher aussi coûte que coûte, parce que je voyais bien que ça n'allait pas. Donc ça n'a pas fait en sorte que ça aille mieux.
Alors, j'avais peur que si, je partais, et bien, je n'ai plus, du coup, ce salaire, que je n'arrive plus à subvenir aux besoins de ma famille. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est une inquiétude, de pas mal de salariés qui, même si, ils ne sont pas, heureux et épanouis, dans leur travail, continuent de subir un petit peu, tout ce qui se passe autour d'eux parce que, eh bien, parce qu'ils se disent que s'ils ont pas ça, ils n'auront pas de quoi vivre. Donc, en tout cas de quoi garder, leur train de vie. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai eu pas mal d'exemples, de gens, qui, enfin voilà, qui dépérissaient, dans leur coin, mais, qui avaient, un salaire, qui leur faisait dire: «Ah non, non, moi je partirai pas, je partirai pas parce que j'aurai pas un salaire, comme celui-là». Donc voilà, donc là, et bien, mon travail a, quand même, beaucoup empiété, sur ma vie. Il y a eu de plus en plus, d'heures. Alors je dis, je gagnais 1 800 €, donc net, ça peut donner l'impression que c'est beaucoup, hein, pour certains. Ça peut être pas beaucoup pour, d'autres. Faut savoir que j'étais pas du tout, en train de faire 35 heures, hein. C'est quand même arrivé, très, très souvent que je fasse le double, hein, dans la semaine. Donc donc voilà, donc entre 50 et 70 heures par semaine, c'est très relatif. Voilà, 1 800 €, c'est très, très relatif. Et donc voilà, donc il y avait, de plus en plus d'heures, il y avait du chantage, à tire-larigot, il y avait, des pressions, mais à différents niveaux, hein. C'était pas que, au-dessus qu'on mettait la pression, c'était aussi, un management qui faisait que, bah, les gens qui étaient censés être des collègues, hésitaient pas à essayer de planter les uns les autres. Enfin bon, une ambiance absolument, monstrueuse, mise par, mise par, globalement la façon de diriger l'entreprise, hein. Donc voilà, donc tout ça, ça a fini par, peser sur ma famille, sur, mes enfants que je voyais pas, qui étaient petites quand même, hein, à l'époque, sur, mon couple aussi. Faut savoir qu'on était dans la même boîte en plus, donc l'énervement et les difficultés, on les vivait, aussi, ensemble. Et puis, sur ma santé puisque, au bout d'un moment, j'ai fini par faire, des espèces de crises de tachycardie qui m'ont valu qui m'ont valu d'aller voir un cardiologue d'ailleurs qui m'a dit: «Mais, non, en fait, votre cœur, tout va bien, vous avez un cœur de sportif». Bon là, j'ai un peu ri quand même, hein, parce que c'est pas vrai. Mais, mais bon voilà, tout ça pour dire que il allait très, très bien et qu'en réalité, c'était mon corps, c'était sa façon de me dire, «Là, on va plus être d'accord, tous les 2, faut que tu t'arrêtes». Voilà. Donc du coup, voilà, c'est ce qui peut arriver et donc toutes ces choses-là, c'était, beaucoup trop cher payé, hein, pour, finalement ces, 1 800 €, qu'on m'expliquait grassement me payer. Donc j'ai pu profiter, d'une brèche dans la stratégie, managériale. Je suis, très, très gentille, hein, quand j'emploie ces mots, heu, parce que je suis pas sûre qu'il y en ait eu une, et donc du coup, cette brèche m'a permis de provoquer mon départ et surtout, d'obliger la signature d'une rupture conventionnelle. Donc c'est une rupture à l'amiable qui me permettait de me donner droit au chômage et donc, d'avoir le temps un petit peu, de me retourner et de monter mon projet. C'est vrai que là-dessus, j'ai eu la chance de pouvoir saisir, cette opportunité, en tout cas cette faute qui m'a permis d'avoir, une porte de sortie que enfin voilà, j'avoue que j'ai un peu sauté sur l'occasion et je pense que j'ai bien fait parce que, tout ce que j'ai entendu par la suite, ça a été encore pire, ça a été de pire en pire pour les gens, qui sont restés là-bas finalement.
Donc toute cette histoire a pris quand même un certain temps puisque, j'ai pris la décision et j'ai annoncé, la décision, de partir au mois de juin et j'ai, la fin, de mon contrat, hein, la signature de la rupture conventionnelle et a été, effective au mois de décembre. Donc ça a été une longue période, encore, très sympathique et les 2 ans donc qui ont suivi m'ont permis de me remettre, heu, c'était un peu éprouvant, et puis 2 j'ai, pu, pendant ce laps de temps-là, monter mon projet, arriver à prendre confiance aussi, en moi, arriver à poser les bases de tout mon projet et donc pouvoir démarrer un petit peu, sereinement. Ça m'a permis alors on n'oublie pas, le principe là de la vidéo, ça m'a permis au niveau, du budget aussi, d'arriver à étudier mon budget réel et donc là voilà, on arrive au cœur du sujet de ce que je voulais, dire, c'est-à-dire comment étudier à partir de là, sachant que, bah, le chômage est pas éternel, hein, et que, on va commencer, son activité en ne gagnant pas des 1000 et des 100. Et bien, à partir de là, comment est-ce que j'ai pu envisager, la budgétisation, ma budgétisation, mensuelle finalement et comment j'ai réussi à, améliorer, hein, mon système, même si, maintenant il va continuer encore à s'améliorer, je pense, hein. Je modifie, c'est quelque chose de vivant, donc forcément ça évolue dans le temps. Mais voilà, donc je suis partie sur une budgétisation et donc, bah, je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Alors, pour pouvoir commencer, la première chose à faire, mais ça, c'est peut-être même à chaque fois qu'on va faire de la budgétisation, hein, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un, un salaire qui ne soit pas fixe pour commencer à réfléchir là-dessus. La première chose que j'ai faite, c'est de savoir heu, combien j'avais vraiment besoin d'avoir chaque mois, en fait. Hem Et alors vraiment le mot clé, c'est vraiment, hein. C'est-à-dire, le vraiment est très important parce que en réalité, c'est ce qui va, vous demander de réfléchir, en fait. Heu, il y en a qui peuvent pas vivre sans aller au resto ou au ciné, et alors que d'autres peuvent, trouver, finalement, ça, normal et puis, bon, ça manque pas particulièrement. Donc, ce vraiment, il veut dire qu'il faut absolument faire un bilan, pour savoir où se situe, en fait, la limite basse. Si j'enlève tout ce que je peux enlever, eh bien, ça donne quoi cette limite basse? Heu, comment j'envisage la vie avec le moins d'argent possible? Et du coup, ça permet, de savoir, en fonction, de sa situation, bien évidemment qu'on pourrait très bien se dire: «Ah bah oui, mais moi si je mange des pâtes, tous les jours, ça me dérange pas». Sauf que si on a des enfants à élever, bon, tout de suite, encore que les pâtes, c'est peut-être pas forcément le mauvais exemple, heu, voilà, donc où est-ce qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever, en fait? Heu, est-ce que, ben, je peux réduire, drastiquement ma facture d'électricité en ne vivant que dans une seule pièce de ma maison? Est-ce que, je peux, enfin, voilà, c'est moi, la première des choses à laquelle j'ai pensé, c'était tout ça. C'était de dire: «OK, qu'est-ce qu'il va me falloir gagner au minimum?» Tout ça, ça va demander d'analyser, vraiment les dépenses, qu'on fait, tous les mois. Donc auquel cas, on reprend, ben, sur les 6 derniers mois, on reprend les relevés bancaires et puis, ben, on voit, tout ce qui est alloué partout,
toutes les dépenses, eh bien, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, obligatoire? Est-ce que c'est pas obligatoire? Alors c'est vrai que je le ramène à la méthode Kakebo là, que j'avais testée. Donc c'est pour ça que moi cette méthode-là me convient pas parce que tout ça je l'ai fait, il y a X années et donc du coup là maintenant ça me convient plus. Mais c'est vrai, dans cette idée de savoir qu'est-ce qui est indispensable et même dans ce qui est indispensable, où est-ce que je vais encore pouvoir aller gratter, parce que ça peut très bien être des factures. Donc oui, on peut pas, ne pas payer d'électricité par exemple, bien souvent on ne peut pas, heu, mais on peut peut-être quand même arriver à baisser cette facture encore. Pareil avec l'essence, pareil avec, tout ce qui va être, la partie alimentation. Bon, bah, est-ce que si je me mets à faire, des menus, est-ce que finalement je vais moins payer que si je prends, des plats, tout prêts, qui sont finalement de telle ou telle marque, qui vont être plus chers et cetera. Donc là, tout ça, ça fait partie aussi, du dégraissage et de dire: «OK, à partir de là, quel est le seuil inférieur de ce dont j'ai besoin réellement pour pouvoir continuer à vivre?» Donc voilà, donc quand on est dans cette situation-là, je pense que la première partie à faire, c'est, cette partie analyse et introspection aussi parce que ça sert à rien non plus de serrer, 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 au point de tellement exagérer que c'est même pas tenable, pour vous. Donc voilà, là, il n'y a que vous, qui pouvez arriver à savoir ce qui est tenable ou pas, hein. Et d'essayer de faire, là c'est sur de la théorie au démarrage, donc d'arriver à se dire raisonnablement, qu'est-ce que je peux réduire et qu'est-ce que je ne pourrais pas réduire? Voilà. Et puis, et puis après cette phase de réflexion, heu et bien du coup, on peut passer à une phase pratique. Alors c'est vrai que, les, hem le temps de chômage que j'ai eu ou alors, on peut avoir aussi, quelques économies qui nous permettent, si on le sait, de savoir, de pouvoir, gérer une certaine durée comme ça, sans revenu. Heu et bah, du coup, ça peut permettre de, faire justement, de mettre en pratique, ce qu'on a réfléchi avant. Donc heu c'est peut-être pas toujours aussi simple, que ça, hein. On n'arrive pas forcément du premier coup. Quelqu'un qui a jamais été habitué à faire ses menus et à préparer les repas, à l'avance et cetera, et bien, ça va peut-être pas forcément être facile, le premier mois d'arriver à gérer tout ça pour limiter, les dépenses alimentaires, par exemple. Arriver à trouver aussi, quand on est habitué à certaines marques, et bien, arriver à trouver des marques moins chères, mais qui soient équivalentes, au niveau du plaisir qu'on a à les manger, bah, c'est pareil. C'est pas forcément, ça marche pas forcément, du premier coup. Donc du coup, voilà, donc ça ces mois de test, vont permettre, bah, justement d'adapter, la situation. Il y a des choses qu'on peut croire faciles tant que ça reste dans la théorie et puis, finalement ça ne l'est, pas du tout au quotidien. Voilà. Donc une fois qu'on a réfléchi à ce qu'on, ce vers quoi on ne pouvait pas, ce sur quoi on ne pouvait pas rogner, le plus, eh bien on fait le test et on essaye de voir donc pendant, ces mois de test, qu'est-ce qui peut, voilà, comment on peut mettre en place, le fait d'être dans sa, fourchette basse de dépenses, voilà. Et puis, donc une fois qu'on a établi après ces quelques mois de test, alors je dis, 1, 2, 3 mois de test, heu, en niveau bas, hein, quel que soit le revenu qu'on ait, hein. Ça peut très bien être, ça on peut très bien le faire avant de quitter son travail, par exemple, hein. Ça peut très bien fonctionner et de dire: «Bon, ben, voilà, je touche, 1 200 €, je sais que par mois, je pourrais pas aller en dessous de 800 €. Bon, ben, voilà, j'ai 400 €, je les mets de côté tous les mois et je me mets sur, je teste vraiment, avec, si j'avais ce revenu-là». Voilà.
Donc du coup, une fois qu'on a fait cette phase de test, on a donc établi ses besoins. Il faut savoir, un petit peu comment on va réussir à les combler. Comment on va réussir à les combler. Donc soit on a, peut-être un petit boulot, qui n'est pas fixe, et de dire auquel cas très bien, si, je fais, saisonnier, OK, je fais les vendanges, combien je gagne pendant mes vendanges? Ça me fait, combien de mois finalement à ce tarif-là? Est-ce que peut-être, il faut que j'envisage de faire, saisonnier, sur les vendanges, mais aussi, aller ramasser, peut-être les melons ou envisager quelque chose pendant l'hiver, qui me permettra, justement de me renflouer et de continuer, comme ça. Donc voilà, une fois qu'on a établi ses besoins, il faut savoir un petit peu comment les combler. Heu, on a aussi, à réfléchir aux aides. Quelles sont les aides, heu, qu'on a? Alors, je suis quelqu'un qui aime bien se débrouiller seul, hein. J'aime pas être dépendante de quoi que ce soit, parce que j'ai toujours l'impression que ça peut s'arrêter étant donné que ça n'est pas produit par moi, hein. Voilà, ce qui je pense est plutôt sain, déjà de ne pas penser que c'est un dû. Mais par contre, voilà, j'aime pas dépendre, d'autre chose que de moi, mais par contre, je crache pas, dessus, non plus, hein. Ça serait complètement idiot. Là, si on me dit: «Bon, ben voilà, tiens, tous les mois, on te donne, 132 € pour, les allocations familiales», bon, je vais pas y cracher dessus, et je sais que je m'en sers aussi, nourrir mes enfants, les faire se déplacer et cetera. Bon, voilà. Je sais que ça leur profite à elles et que l'argent ne part pas dans n'importe quoi. Donc du coup, voilà, attention aussi à certaines aides où en fait on prend vos revenus à N-1 ou N-2. Je sais qu'il y a des cantines qui fonctionnent un peu bizarrement aussi, la mienne est un peu étrange. Il y a, voilà, donc ça, essayer d'anticiper aussi, c'est bien aussi. Donc voilà, donc quels vont être mes revenus, moi, finalement, qui vont me permettre d'être à ce revenu, le plus bas? Est-ce que j'ai, une allocation chômage? Est-ce que j'ai, des petits contrats de temps en temps? Combien est-ce qu'ils me ramènent? Et du coup, ça me permet quoi? Si je monte un projet, là, moi, il m'a bien fallu, voir un petit peu quelles allaient être mes dépenses professionnelles. Est-ce que j'ai eu du matériel? Est-ce que j'ai eu un local? Est-ce que j'ai eu, enfin voilà, donc quels vont être les besoins en trésorerie, pour arriver à me préparer là-dedans? Donc tout ça, c'est, ce qui va, vous permettre de finalement vous créer un budget, stable, basé sur vos besoins, les plus bas. Et puis ensuite, eh bien, c'est ce budget-là que vous allez pouvoir adapter en rehaussant certains pôles de dépenses et donc en améliorant au fur et à mesure votre niveau de vie, quelque part, hein. Donc voilà. Donc là, pour vous parler, absolument concrètement, de mon côté, lorsque j'ai calculé tout ça, et bien, j'ai vu que à nous 4, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le chien non plus, à nous 4, eh bien, il nous fallait, générer, dans le mois, il allait nous falloir générer, 1 400 € tous les mois, voilà. Ma fourchette basse, elle était de 1 400 €. Je pouvais pas faire en dessous parce que, j'avais, les factures, les repas et cetera. À nous 2, donc mon compagnon et moi, il nous faut en fourchette basse 1 400 € par mois. Voilà. Alors c'est vrai que j'avoue qu'au moment où on se dit, «Ouh là, je vais pas avoir de revenus» et cetera, se dire: «Eh d'accord, tous les mois, il va falloir qu'on génère, 1 400 €. OK, je pars de zéro». Ça moi perso, ça m'a mis un petit coup de pression quand même, hein. Et puis, finalement,
quand on va commencer à rechercher un petit peu quels vont pouvoir être nos revenus, eh bien, on s'aperçoit, on arrive à trouver des solutions. On se dit, ah bon, ben, d'accord, là, il va falloir telle solution. Là, on a ça qui existe. Là, on a... Donc, voilà. Donc, derrière, vous allez pouvoir commencer à construire peut-être votre projet pour ceux qui sont en construction de projet. Et puis, pour les autres, ça va peut-être aussi être plus rassurant. C'est vrai pour ceux qui suivent la chaîne, vous voyez que j'ai pas un seul revenu. J'en ai plusieurs qui se sont construits au fur et à mesure. Je les ai pas tous eus d'un coup, mais par contre, voilà, ils viennent se rajouter les uns avec les autres pour arriver à faire globalement la somme qu'il me faut tous les mois. Alors là, c'est vrai que depuis quelques années, on s'est permis d'augmenter un petit peu le niveau de vie. On est environ à 1600 euros à tous les deux. Voilà, donc pour 5 personnes, ce qui je trouve effectivement est pas énorme, mais du coup voilà, c'est en tout, hein, je parle avec les aides comprises à l'intérieur aussi. Donc voilà, donc ça va permettre de faire ce que j'appelle un lissage. Voilà. Donc ce lissage, c'est quoi? Le principe du lissage, ça va être d'étaler le revenu qu'on va avoir sur une période. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple simple, mettons, il me faut minimum 400 euros tous les mois pour subvenir à mes besoins. Si je veux avoir 400 euros tous les mois, donc je vais avoir un CDD, par exemple, qui va me ramener 1200 euros. D'accord? J'ai un CDD d'un mois, il me ramène 1200 euros. Ok. Donc moi, je sais que mon minimum, c'est 400 euros. Donc ça veut dire que je vais pouvoir avoir ce budget-là pendant 3 mois. Et donc, mon revenu de 1200 euros, je vais le faire durer sur ces 3 mois. Donc, voilà, faire du lissage, c'est étaler un revenu sur une période pour avoir un fixe durant toute cette période. Et donc, j'ai utilisé la méthode du lissage dès le démarrage, hein. Alors, bien évidemment, au début, je faisais du lissage sur un trimestre. En dessous un trimestre, c'est pas hyper utile. Donc, je faisais du lissage sur un trimestre. Et maintenant, en fait, j'aime bien lisser mes revenus sur une année. Ça me permet, moi, de dormir plus tranquillement. Parce que je sais que ça me laisse un petit peu de temps pour re-remplir les caisses. Alors, je vois ça comme, en fait, comme si j'avais une grosse boîte dans laquelle je place des réserves, un petit peu comme un écureuil, vous voyez. Et donc, je place mes revenus là-dedans. Et tous les mois, en fait, je ressors un revenu qui est inférieur, bien évidemment. Et ça me permet comme ça d'avoir un an d'avance dans cette grosse boîte, quoi. Voilà. Donc, ça me laisse du temps pour re-remplir les caisses. Ça m'a permis, quand il y a eu le confinement, par exemple, ça m'a permis de l'aborder ultra sereinement, en fait. Ça me permet d'attendre les moments où j'ai pas d'activité. Ça me permet d'attendre la prochaine activité. Ça me permet de démarcher aussi, ça me permet, voilà. Et ça me permet une sérénité, parce que je suis pas quelqu'un d'hyper aventurier, en fait. Et donc, derrière, en plus, je sais qu'il y a toute ma petite famille avec moi, et j'aime pas trop les risques. Donc là, sur un an, ça me convient bien, ça fait pas non plus une somme énorme, mais ça me permet, voilà, de voir venir. Et donc, j'essaye de faire en sorte d'avoir 12 mois. Et puis, des fois, j'ai plus que 8 mois parce que, évidemment, j'ai passé 4 mois sans avoir forcément des revenus. Et puis après, ça se recomble quand j'ai de nouveau un salaire, etc.
Donc là, voilà, en résumé, en 6 ans, j'ai réussi à trouver mon petit équilibre avec, j'ai pu, construire mes différentes sources de revenus. Et puis, donc arriver à me faire un lissage qui est passé d'un trimestre au démarrage à 1 an maintenant. J'irai pas au-dessus parce que lorsque ça dépasse 1 an, en fait, lorsque sur mon compte, le compte sur lequel, qui me permet de faire la caisse, on va dire, j'ai plus de 1 an, devant moi. En fait, en réalité, tout ce qui dépasse les 1 an, ça part en épargne. Voilà. Donc j'essaye de ne stocker que 1 an, sur le compte, sur un compte qui ne ramène pas d'argent, hein, parce que comme ça, c'est plus simple pour moi. Et le reste, tout ce qui dépasse 1 an, 1 an de lissage, eh bien ça part sur un compte épargne. Donc voilà, j'espère être arrivée à vous expliquer comment, à partir de revenus aléatoires et absolument pas réguliers, on arrive quand même à se créer un budget qui, lui, va être fixe tous les mois. Et donc qui va permettre une sérénité et une tranquillité d'esprit, moi en tout cas qui m'est indispensable pour pas me rendre malade tous les mois, à pas savoir comment je vais nourrir mes enfants dans 3 mois par exemple. Voilà. Donc voilà, ça me permet une sérénité et malgré le fait d'avoir des revenus aléatoires, eh bien mon budget, lui, vous le voyez si vous suivez un petit peu mes budgétisations mensuelles, mon budget est assez régulier finalement. Je pense faire une deuxième partie à cette vidéo qui vous expliquera les 3 cas pratiques de lissage que je fais en fonction de mes différents revenus. N'hésitez pas du coup à vous abonner, histoire d'être prévenu à ce moment-là et puis être prévenu pour les vidéos que je sors. Et sinon, en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.